Rebonsoir et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre sur France 3 Provence-Alpes pour ce deuxième débat consacré aux élections législatives avec toujours notre arène politique et ses paroles citoyennes qui cette fois-ci vont interroger les candidats de la 13e circonscription du département des Bouches-du-Rhône. C'est une circonscription, vous le voyez, qui regroupe les cantons de Istres Sud, Martigues Est et Ouest et Port-Saint-Louis du Rhône. Je vous rappelle également qu'en 2017, c'est Pierre Daréville pour le Parti communiste qui avait gagné cette élection et qui est donc le député sortant. Notre panel représentant la société civile est composé ce soir de Stéphanie Lascou. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Vous êtes infirmière libérale à Port-de-Bouc. Oui, Corinne Appéré. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association de sauvegarde de l'étang de Berre. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Stéphanie Lascou est là, je viens de le dire. Salima Guidoum. Bonjour Salima. Vous êtes directrice d'un centre social à Martigues. Et enfin, le seul homme de la soirée, Romain Gilles. Bonjour. Vous êtes PDG de Rank Développement à Fos-sur-Mer. C'est une entreprise spécialisée dans les métiers de la sécurité. Et j'appelle notre premier candidat. Il s'agit de Thierry Boissin. Il fait partie du MoDem et il incarne Renaissance, la majorité présidentielle. Bonsoir. Corinne Appéré vous pose la première question. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Boissin. Donc je me présente, je suis Corinne Appéré et je suis présidente de l'association de la sauvegarde de l'étang de Berre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de septembre, il y a eu une décision assez extraordinaire. Tous les députés donc, des circonscriptions se sont réunis et ont réussi à obtenir 20 points sur lesquels l'État, la région, le département se sont engagés. Nous, en tant qu'association, notre inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a 1,2 milliard de mètres cubes qui sont déversés d'eau douce qui sont déversés dans l'étang. Sauf que cette eau douce, on va en avoir besoin régionalement. Il y a des propositions donc, de dérivation. Qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir si vous êtes élu? Comment voyez-vous les choses et comment vous allez travailler pour aller peut-être un peu plus vite dans la mise en œuvre? Alors je me permets juste de prolonger ce que vous dites, Corinne. Il s'agit d'eau douce qui est rejetée par l'usine EDF, qui est à Saint-Chamas. Et qui effectivement génère beaucoup de problèmes. Comment on fait en sorte de régler ce problème qui est un problème qui existe depuis de très très nombreuses années? C'est le serpent de mer. C'est vrai que ce point, c'est un des 20 points. C'est le point qui n'a pas été réglé. Ce point-là, aujourd'hui, je crois qu'il faut continuer à préserver notre étang de Berre. C'est un joyau qu'on peut avoir. C'est un joyau de 155 km² à peu près de surface. C'est un joyau qui, malheureusement, par rapport à Thau et à Leucate, a moins d'espèces naturelles. Et on le voit aujourd'hui, en période de sécheresse. Il faut continuer ce travail. Le canal de Provence, cette eau doit servir. C'est un paradoxe aujourd'hui. On déverse cette eau, on en a besoin pour l'agriculture. On en a besoin aussi pour les utilisateurs. L'eau, ça va être une denrée rare, on le sait à l'avenir. Donc moi, député, je m'engage à continuer ce travail. Je m'engage à travailler sur l'élément qui est important du canal de Provence. Je m'engage aussi à réfléchir sur la gestion des alluvions. Alors comment contraindre EDF à faire en sorte que... Et ça a été évoqué dans le rapport parlementaire. Comment on fait pour contraindre EDF à mettre en place une filière de recyclage des limons pour les rentabiliser tout simplement? Je pense à la filière agricole, entre autres. C'est ça, il y a la filière agricole. Mais l'avantage d'un parlementaire de la majorité, c'est qu'aujourd'hui, on pourra faire un travail avec Renaud Muselier, on pourra faire un travail avec Martine Vassal, on pourra faire un travail avec le gouvernement. Je pourrais faire un travail aussi avec Sylvie Brunet, parlementaire européenne, pour monter un gros dossier sur l'étang de Berre. Cet étang de Berre, on doit le sauver. C'est notre poumon et il doit être prépondérant. Et moi, dans mon mandat, je m'engage à faire en sorte qu'on puisse mettre en place ce projet dans les années à venir. L'union fait la force. Romain Gilles. Bonsoir, Monsieur Boissin. Bonsoir. Ce territoire est aussi un territoire industriel. Il y a un tissu très riche et très ancien d'entreprises industrielles de premier rang, mais aussi des PME, PMI du monde industriel. Aujourd'hui, il y a un problème d'acceptation de l'industrie qui est contradictoire avec le besoin de réindustrialisation. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous entendez faire pour réussir la réindustrialisation dont on a besoin à l'avenir, si vous êtes élu?
Je vois ça. Elle est indispensable. On doit décroître nos émissions. On a cette problématique à la fois c'est une ambivalence. D'un côté, on a envie, et de l'autre côté, on peut avoir des pathologies. Et on a envie aussi bien qu'on soit commerçant, qu'on soit chef d'entreprise, et j'en ai ma responsabilité. Donc on doit multiplier la puissance solaire par 10. Et ça, c'est un projet du gouvernement. On doit renforcer le parc éolien. Et puis, il y a ce super projet qui est H2V à Fos, qui a commencé à être mis en œuvre. On a 7 milliards d'euros pour la filière, 100 000 emplois qui vont être créés. On a des savoir-faire dans les PME. On a des gros savoir-faire dans tous les sous-traitants de l'industrie. C'est comment on met un pacte afin que l'ensemble des PME puissent continuer à se développer sur, aujourd'hui, une énergie verte. On a un choix qui est... tout en sachant que on va prendre ce temps de transition. Comment on prépare pour éviter aussi que le personnel salarié en soit les victimes? Stéphanie? Bonsoir Monsieur Boisseng, je Bonsoir. suis Stéphanie Lascou, infirmière libérale sur Port-de-Bouc et Martigues. Alors, je vais vous parler des déserts médicaux, parce que c'est un grand sujet. On entend beaucoup de choses, mais l'urgence, elle est là. Alors, c'est sûr que toutes les villes sont concernées, mais enfin, moi qui travaille sur Port-de-Bouc, c'est vraiment cataclysmique. Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez des propositions? Comment on fait pour faire venir des médecins sur Port-de-Bouc? Les patients en ont besoin, nous également. Je veux dire, on est sinistrés, vraiment. Alors, si je puis me permettre, et ça fait également partie de la zone géographique de la circonscription, vous évoquez Port-de-Bouc, mais le problème est équivalent à Istres, qui est un véritable désert médical. 7 médecins sont partis à la retraite, 3 autres cette année. Aucun, pour l'instant, n'a été remplacé. Istres, c'est 1 médecin pour 1435 habitants. C'est un désert médical. Port-de-Bouc est un désert médical. Comment fait-on? Évidemment, on pourrait citer beaucoup de communes de cette circonscription. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour lutter contre ce phénomène, qui est un phénomène qui a tendance à malheureusement à prendre de plus en plus d'importance? Projets, on a l'infirmier référent qui peut se mettre en place, c'est-à-dire un infirmier référent qui peut, lui, pour lutter contre les déserts médicaux, faire des renouvellements d'ordonnances. Parce que des fois, les médecins sont submergés. Il est vrai qu'on a ce paradoxe aujourd'hui avec les nouvelles générations, qui ont peut-être plus envie de travailler dans le milieu hospitalier plutôt que travailler en libéral. Donc comment on peut aussi faire par rapport aux étudiants de 4e année d'internat qui soient dans des centres de santé, pour commencer à mettre le pied à l'étrier, pour commencer à travailler différemment. Comment on peut favoriser aussi, dans une reconstruction des PQR et des quartiers, se dire dans ces quartiers-là, comment on peut intégrer aussi du social, de l'éducatif, de la santé. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens se retrouvent dans une difficulté, et on a les cliniques à Istres et Martigues qui sont en souffrance, on a l'hôpital qui est en souffrance aussi, parce que derrière, on a fait plus d'administratifs, parce qu'au lieu d'être dirigé par des médecins, c'est dirigé par des managers. Donc comment on va redonner aussi la parole aux soignants par rapport à ça? Et je crois que c'est une des priorités sur lesquelles on va s'atteler. D'autant que mes parents habitent dans la circonscription, j'y habite aussi, j'ai des amis, et on souffre au niveau médical. Salima vous pose une question. Bonsoir Monsieur Boisseng. La crise sanitaire liée au Covid a eu un impact prépondérant sur la vie de tous les citoyens. Elle a parfois eu un impact vraiment très très dramatique en termes de perte de salaire, de perte de revenus, de perte d'emploi. Cette crise sanitaire liée au Covid, maintenant, à cette crise sanitaire, se rajoute la crise en Ukraine, donc avec une inflation galopante et un pouvoir d'achat qui diminue. Comment comptez-vous lutter et faire en sorte de porter la parole des citoyens de la circonscription par rapport à cela? Comment pouvez-vous envisager en fait d'aider les citoyens autrement que par des chèques qui sont donnés parfois de façon un peu, pour moi, aléatoire? Pouvoir d'achat. C'est la thématique de cette campagne. C'est la thématique de la campagne, le pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, il y a une aide qui est faite au niveau de l'essence. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est que des aides. Il ne faut pas que ce soit du conjoncturel, il faut que ce soit du structurel. Aujourd'hui, on se retrouve avec ces difficultés de guerre en Ukraine, avec ces difficultés d'augmentation des matières premières et de l'essence. Donc il y a une proposition pour les salariés, puisque monsieur est chef d'entreprise, de triplement du plafond de la prime exceptionnelle. Donc ça permettrait d'être quelque chose c'est-à-dire de passer de 1 000 à 2 000 euros, ça passerait de 3 000 à 6 000 euros. Donc c'est exonéré de charges sociales et d'impôts sur le revenu, pardon. Encore faut-il que les entreprises soient OK pour jouer le jeu. Encore faut-il que les entreprises soient OK pour jouer le jeu, je vous l'accorde. Il y a la baisse des cotisations pour les indépendants, qui va redonner. On a aussi la suppression
de la taxe audiovisuelle. Donc on va essayer de mettre en place, et je crois que le président s'y est engagé. Il a dit aujourd'hui, je suis le président de tous les Français. On sait très bien qu'il a été élu, certes, avec une majorité, bien sûr, mais des gens qui ont voté aussi pour ne pas voter autre chose. Et aujourd'hui, il a dit, je serai votre redevable. Et moi, je m'y assure sur la circonscription, parce que j'y vis sur cette circonscription, parce que quand je fais un caddie à Carrefour, au Auchan, je vois bien le prix et les prix qui augmentent, comment on va redonner du pouvoir d'achat par la valeur travail, et pas par des aides comme ça. Si je peux me permettre. Je donne juste la parole, mais juste une parenthèse très rapide avec vous, Romain Gilles. Vous seriez prêt, vous, à jouer le jeu, là? On joue le jeu déjà. D'abord parce qu'on est... C'est pas le cas de toutes les entreprises, hein, non, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que jouer le jeu, ça veut dire déjà avoir les moyens de le jouer. Bien sûr, évidemment. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième... Le deuxième élément, c'est qu'il y a la loi de l'offre et de la demande. C'était quelque part mon deuxième sujet. C'est le retour à l'emploi. Donc la population active, si vous voulez. Aujourd'hui, on est en situation de tension dans le monde de l'emploi. On va y venir. Je voulais juste finir avec Salima qui avait une relance à faire, une autre question à Thierry Boissin. Et puis après, évidemment, sur cette question de l'emploi, on revient vers vous, et vous tous, très rapidement. Ce n'était pas forcément une question, c'était simplement une remarque. Je voulais simplement rebondir sur le fait que quand vous dites que vous allez remplir votre caddie à Auchan ou à Carrefour, moi je peux vous dire que les gens maintenant, la plupart des personnes n'ont même plus la possibilité d'aller sur Auchan ou sur Carrefour, ils vont dans des enseignes de hard discount. Et ça, c'est quelque chose qui est une réalité. Et de plus en plus souvent. De plus en plus souvent. Allez, on va peut-être aborder la thématique de l'emploi avec vous. Concrètement, c'est pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est contrainte par la situation de l'emploi, c'est-à-dire par le manque de profils sur le marché de l'emploi, d'augmenter les salaires. Donc la réalité des choses, c'est qu'on est dans ce schéma-là. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une érosion par l'inflation qui a tendance un petit peu à venir contrebalancer ce point-là. Comment fait-on pour lutter contre l'inflation? C'est 5% en ce moment, au moment où on se parle, ce qui est absolument considérable. Et évidemment, ça a un impact très direct sur les prix. Et pour revenir sur l'industrie, par contre, c'est moi ce que je... Il reste une minute, donc posez votre question très rapidement. Non, mais allez-y. C'est la question de l'acceptation de l'industrie qui aujourd'hui est problématique dans la population. C'est comment on fait accepter ce patrimoine, cette richesse industrielle. C'est notre richesse. Très rapidement. C'est notre richesse, c'est nos savoir-faire. Moi, j'ai accompagné des entreprises sur Paris, des entreprises, des sous-traitants de l'industrie pour faire des grosses interventions, des gros travaux. Aujourd'hui, il va falloir expliquer, être encore plus pédagogique pour montrer que les industriels font des efforts par rapport à l'environnement. Ils en font, c'est pas suffisant. On va encore continuer, mais je crois qu'il faut montrer... Et puis tout le monde est d'accord, on vit tous de l'industrie sur notre bassin de Fos. Monsieur Boissin, c'est terminé. Très rapidement, en 5 secondes, Corinne. Juste, il faudra revoir quand même tout ce qui concerne la qualité de l'air. Parce qu'en fait, je pense que le fait de refuser l'industrialisation vient de ce problème-là. On y reviendra avec les autres candidats. Une question, c'est terminé. Une question France Bleu Provence qui vous est posée par Guy, qui habite Martigues. Les candidats sont-ils prêts à faire des réunions publiques régulièrement pour rapporter leurs actions d'élus? Est-ce que vous vous y engagez? J'allais dire, c'est au-delà. Si vous êtes élu. Si je suis élu, député, je mettrai mon numéro de téléphone portable, pas celui que j'ai aujourd'hui, c'est le professionnel, mais celui que je prendrai, pour que les gens puissent m'appeler. Et avant que de voter à Paris, et je m'y engage devant vous et devant toutes les personnes, et je sais qu'on a du caractère sur la 13e, avant de voter, je demanderai l'avis aux citoyens. Je mettrai un site avec un QR code et on demandera l'avis aux citoyens qui me donneront aussi leur sens de vote. Parce que je suis un homme libre. Il y a toujours la petite musique de dire les candidats, on les voit pendant les campagnes électorales, et puis après, on ne les voit plus, ou beaucoup moins. Oui. Hein. Merci beaucoup, Thierry Boissin. Merci bien. J'appelle Cyril Métral de Lutte ouvrière qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Bonsoir, monsieur Métral. Allez, Corinne Appéré. Donc, je me représente. Donc, je suis Corinne Appéré, présidente de l'association de sauvegarde de l'étang de Berre. Bonsoir. Donc, la question principale, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un projet avec 20 actions prévues pour la réhabilitation de l'étang. Sauf que moi, en tant qu'association, il y a une question qui me tarabuste, c'est celle des rejets d'eau douce
1,2 milliard de mètres cubes. J'arrive même pas à m'imaginer ce que ça représente. Mais alors qu'on est en période de sécheresse, comment vous voyez les choses si vous étiez élu ? Monsieur Métral. Alors, moi, comment je vois les choses ? Je vois surtout qu'effectivement, le problème principal de la pollution de l'étang de Berre, c'est EDF. EDF, ce n'est pas un petit pollueur, c'est l'État. Donc le même État qui, sans arrêt, nous fait des leçons de morale. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même la centrale, elle a quasiment 50 ans. Donc ça fait quand même des années et des années qu'ils polluent l'étang de Berre. Ils ont été condamnés 2 fois par des commissions européennes sans résultat. Donc là, on peut voir que, bien que ce soit le service public, il se comporte comme dans le privé, c'est-à-dire que la seule chose qu'il respecte, c'est la loi du marché. Donc moi, ce que je pense... Oui. Il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'ils produisent de l'électricité verte. Oui. Alors, Mais sauf que comment l'électricité, faire en c'est sorte aussi qu'ils un arrêtent gros ça revenu. voilà. Moi, ce que je pense, pour arrêter ça, c'est tout simplement qu'il faudrait abolir le secret commercial et le secret des affaires. Si on avait tout accès aux toutes les informations de ce genre d'entreprise, parce que ce n'est pas les seuls pollueurs malheureusement du bassin, ça permettrait à la population d'être réellement au courant de ce qui se passe dans ces entreprises-là et de pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Sauf que là, tout est opaque. Donc moi, je pense que ça fait longtemps que ça discute là-dessus, mais c'est la population, c'est les travailleurs de ces entreprises-là qui ont le moyen de faire quelque chose là-dedans. Stéphanie. Bonsoir, Stéphanie Lascou, infirmière libérale. J'habite Martigues, mais je travaille sur Port-de-Bouc. Et ma question concerne les déserts médicaux. Il y en a de plus en plus. Tout le monde est impacté. Donc, je voudrais savoir ce que, si vous étiez élu, vous mettriez en place rapidement. Parce qu'il y a urgence, hein, sans mauvais jeu de mots. Rapidement. Oui. Après, moi, je pense que les déserts médicaux, le problème qu'il y a, déjà, c'est aussi sur la formation. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de candidats dans les universités de médecine, mais sauf qu'il y a de moins en moins de moyens dans les universités de médecine, ce qui est un petit peu paradoxal. Il y a des gens qui sont prêts à faire ce métier-là, sauf qu'il n'y a pas les moyens pour les former. Donc forcément, au bout d'un moment, ça manque. Il y a peut-être aussi l'envie de ces mêmes candidats de ne pas aller dans ce qu'aujourd'hui on qualifie de déserts médicaux. C'est possible. Alors après, sur ce sujet-là, les professeurs, quand ils commencent leur carrière, ils ont des affectations qui sont obligatoires. Donc il faut affecter, il faut coercition. Voilà, il faut affecter. Contraindre. Ça serait peut-être une possibilité. Mais après, c'est aussi qu'il faut du financement. Enfin, il y a le désert médicaux, mais il y a aussi le désengagement total du service public dans les hôpitaux. Enfin, maintenant, on l'a très bien vu avec la crise sanitaire, l'hôpital, il a été détruit par des demandes de rentabilité par les banques. C'est ça le problème. Excusez-moi, rapidement, parce que... Je faisais de la formation un peu avec les internes et les rencontres infirmiers. Et ce qu'on remarque surtout, c'est qu'en fait, avant, il y avait le médecin de ville qui travaillait du lundi au samedi de 7h à 22h. Je veux dire, ce qui est légitime aujourd'hui, les médecins ne veulent plus ça. Ça s'est féminisé. Je veux dire, donc, quelle solution apporter à ça ? C'est peut-être aussi l'origine. Quelle solution sur l'amplitude horaire qui a été énorme pendant des années et aujourd'hui les jeunes n'y veulent plus et effectivement on peut leur donner raison. Il faut créer de l'emploi là-dedans. Mais pour créer de l'emploi là-dedans, il faut des financements et pour avoir des financements, il faut prendre l'argent où est-ce qu'il est. Salima. Alors, les dernières élections présidentielles ont montré un taux d'abstention record. Je crois pratiquement 40% d'abstention. Je crois que c'est quasi de l'inédit dans toute l'histoire de la Ve République. Ma question est celle-ci. En fait, on a affaire à une crise aussi de l'engagement citoyen. Il y a une crise aussi par rapport au fait que les gens s'abstiennent d'aller voter. Les jeunes, encore plus. Que comptez-vous faire maintenant, si vous êtes élu, pour faire en sorte que les gens puissent finalement se réintéresser à la politique, qu'elle soit locale ou nationale? Rapidement. Il faudrait se poser la question pourquoi ils ne s'intéressent plus à la politique. Ça fait des années que des gouvernements de gauche, de droite alternent sans arrêt. Et le résultat derrière, c'est qu'en fait, on est attaqué de tous les côtés. Il y a de plus en plus de chômage. Les salaires sont de plus en plus bas. C'est la galère. J'ai entendu ça pour remplir le caddie. Effectivement, moi, je suis ouvrier. Et le quotidien qu'on vit, c'est la précarité. Donc après que des gens se désintéressent totalement de la politique, je peux le comprendre. Après, pour qu'ils s'y réintéressent, il faudrait aussi qu'ils pensent à autre chose que survivre, c'est-à-dire avoir des emplois avec un salaire qui permette de vivre. Romain, très rapidement. Est-ce que la réindustrialisation, pour vous, c'est un sujet? Et comment vous accompagneriez cette question-là si vous étiez élu? Moi, je pense que l'industrialisation, elle est nécessaire. Il faut un emploi pour tout le monde, il y a des tas de choses à produire, c'est évident. Après, je n'oppose pas, par exemple, l'industrie
et l'environnement et l'écologie. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est que les industries, elles sont gérées par des capitalistes qui n'ont qu'une chose en tête, c'est faire du profit. Et les problèmes écologiques, ça passe derrière. C'est ça le problème. Et c'est pour ça aussi que quand je dis que les salariés des entreprises, ils sont au courant de tout ce qui se passe dans ces entreprises-là. L'amiante, par exemple, ça a empoisonné des milliers de personnes. Tout le monde savait que c'était dangereux, mais les entreprises ont pu avoir des dérogations pour continuer. Et ça, c'est un problème. Donc après, l'industrie, il faut qu'elle se développe, je suis d'accord avec ça, mais il faut prendre sur les profits que réalisent les grandes entreprises et pas encore utiliser l'argent public qui manque dans les hôpitaux. Merci beaucoup, Monsieur Métral. Alors effectivement, pour les téléspectateurs qui se disent, mais le premier candidat a beaucoup plus parlé que le deuxième, c'est qu'on est obligé de respecter la règle de l'équité. Okay. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des temps de parole qui sont différents. Merci beaucoup. J'appelle Pierre Dharréville, c'est le député sortant. Il est membre du Parti communiste français. Et il représente la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Pierre Dharréville, c'est Romain qui vous pose la première question. Bonsoir, Monsieur Dharréville. Bonsoir. Je vous poserai la même question qu'au candidat précédent. Est-ce que la réindustrialisation, c'est un enjeu pour vous ? Comment vous l'appréhendez ? Qu'est-ce que vous allez, si ça consiste en un enjeu, comment vous allez accompagner le mouvement de réindustrialisation ? Et comment on fait pour faire accepter l'industrie sur ce territoire ? Parce que manifestement, c'est assez difficile. Pierre Dharréville. D'abord, ça fait effectivement 5 ans que je me bats pour relocaliser un certain nombre de productions industrielles et pour... déjà, dans un premier temps, consolider l'industrie que nous avons. Parce que la première chose à faire, c'est sans doute de ne pas détruire les emplois qui existent déjà sur notre territoire. Et ça, c'est une bataille. On avait commencé la législature avec une bataille déjà pour qu'à Ascométal, les choses puissent continuer. Ensuite, il faut consolider les filières. Et donc, il y a un travail qui est engagé. Moi, je portais depuis longtemps l'idée d'organiser de la déconstruction navale, par exemple, sur notre territoire. Un projet de ce type est en train de voir le jour. Donc, il y a des choses positives qui sont en train d'émerger, il faut les consolider. Mais je pense que de façon plus générale, ça veut dire qu'il faut une politique publique en matière d'industrie. Il faut nationaliser ? Il faut une politique publique. Non, moi, je vous pose la question, il faut nationaliser ? Certaines industries pourraient éventuellement l'être, mais c'est surtout le défaut de politique publique qui est un véritable problème. Et de planification et d'organisation. On s'en remet au marché. Donc évidemment, on voit bien qu'on va vers le moins-disant social et environnemental. Et donc je crois que sur la question que vous posez, sur le rapport que nous entretenons avec l'industrie, il y a aussi de la part des industriels à poursuivre les efforts qui peuvent déjà pour partie être engagés, pour transformer nos outils de production, nos manières de travailler. Et je crois que là, il y a quand même un sujet qu'il faut traiter. Ce n'est pas simplement une question d'image. Voilà. Ensuite, on peut discuter de savoir comment nous développons la culture de ce qui se passe, de ce qui se vit sur notre territoire. Et ça, c'est un enjeu aussi fondamental. Je voudrais ajouter une dernière chose sur cette question-là. Nous avons sans doute également besoin de mieux protéger les sous-traitants, les petites entreprises, et de peut-être dans les politiques aussi qui sont mises en œuvre, notamment fiscales, faire le choix de ne pas avoir des aides comme ça qui soient distribuées de manière aveugle, mais qui puissent engager des priorités d'une certaine façon. Avec le paradoxe sur ce territoire, c'est que vous parlez de sauvegarde de l'emploi et en même temps, toutes ces entreprises, et vous la première, hein, vous cherchez à recruter et vous avez du mal à trouver de la main-d'œuvre locale, de la main-d'œuvre sur place. La main-d'œuvre qualifiée est rare. Oui. C'est une. Si j'avais le temps. Je suis allé sur votre site internet, vous cherchez des techniciens en système de sécurité, des agents de sécurité, des agents de surveillance sur le territoire et vous ne trouvez pas. Corinne Appéré. Mais je peux très rapidement. Non, mais très rapidement, c'est aussi pour ça que je me suis battu et que nous avons réussi avec le maire d'Istres à sauver le centre AFPA. Nous avons besoin de formation professionnelle. Corinne. Donc, je suis Corinne Appéré, présidente de l'association de sauvegarde de l'étang de Berre. Donc, d'abord, félicitations pour avoir travaillé avec 2 autres députés. Éric Diard et Jean-Marc Zulesi. Et Jean-Marc Zulesi de la majorité présidentielle. Oui, voilà. Bravo pour parce que pour moi, l'environnement n'a pas de couleur. Mais aujourd'hui, donc, dans les 20 propositions qui ont été actées, il y en a une qui me chagrine un peu, puisque EDF, malgré tout, fait de la com sur son électricité verte, mais on continue à verser 1,2 milliard de mètres cubes d'eau douce, alors que nous sommes en période de sécheresse. J'ai vu dans votre programme que vous prévoyez donc les investissements sur 30 ans. Est-ce que vous pensez que l'État aura le temps d'attendre 30 ans ?
Je pense d'abord, nous avons effectivement travaillé avec mes deux collègues pour engager une dynamique qui n'existait pas pour réhabiliter l'étang. Et effectivement, je crois que quelque chose est né et qu'il faut l'encourager et le poursuivre. La deuxième chose, c'est je pense que notre étang, il a besoin d'une action à court terme et d'une action à plus long terme. Des actions à court terme, nous en connaissons à mener sur le bassin versant, sur le traitement des eaux. Il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire assez rapidement pour continuer à préserver notre étang. Et il y a des investissements de plus long terme. Quand je dis à 30 ans, ce n'est pas l'idée que dans 30 ans, nous le ferons. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est que lorsqu'on prévoit des travaux importants, on peut les financer sur 30 ans. Il ne s'agit pas de les financer sur le budget d'une année de l'État. Et donc l'idée, c'est de ramener ça à ce que d'ailleurs l'État a su faire par le passé, de grands investissements dont nous avons besoin aujourd'hui. Et donc moi je crois qu'effectivement il faut réévaluer l'organisation de la chaîne du bassin versant, de la chaîne hydroélectrique du Rance-Verdon pour pouvoir regarder qu'est-ce que nous allons faire de cette eau et comment, alors que nous avons produit de l'électricité beaucoup avec ces centrales, comment demain nous allons produire. Et donc ça nécessite des investissements forts. Alors, et je crois que c'est dès aujourd'hui. En prolongement de cette question, vous parliez de ce rapport parlementaire avec les 3 députés qui sont autour, enfin qui ont les circonscriptions autour de l'étang de Berre. Il y avait entre autres, il y a encore quelques temps, c'était 900 millions de mètres cubes d'eau douce relâchée dans l'étang de Berre par l'usine ADF. Dans votre rapport, c'est énorme. Dans votre rapport, vous demandiez que ces rejets soient réduits à 600 millions de mètres cubes. On y est ou pas là ? 1,2 milliard. EDF s'était engagé donc le 24 septembre. Est-ce qu'on y est ou pas ? On n'y est absolument pas. D'accord, voilà. Bon. Non, pour l'instant, EDF Par contre, M. Derville qu'ils avaient décidé de ne pas le faire, et je pense que c'est une mauvaise décision, et nous allons continuer. Mais c'est important de le préciser. Juste, je peux poser juste une question. Pardonnez-moi. L'environnement est important. Je crois que ça concerne tout le monde. Vous êtes comme moi sans savoir. Enfin, vous savez comme moi qu'il y a des études qui ont été faites et que vous savez que ces fameux travaux d'investissement sont amortissables en moins de temps que 30 ans. Oui. Le plus vite ça sera amorti, le mieux ça sera. Allez, Stéphanie. Bonsoir, je suis Stéphanie Lascaux, infirmière libérale sur la ville de Port-de-Bouc. Alors, je ne vais pas vous poser la même question concernant les déserts médicaux que vos prédécesseurs. Simplement, au tout début du Covid, j'ai moi-même été agressée verbalement, ça a été très violent. Il y a quand même une certaine... on ne travaille plus en toute sérénité. Je voudrais savoir si dans votre programme, la sécurité dans les villes en fait partie. Bien sûr que nous avons besoin par exemple, d'une police nationale qui soit au rendez-vous, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les effectifs n'ont pas été mis sur notre territoire. Non, c'est un peu facile, ça. Non, concrètement, vous faites quoi ? Mais concrètement, vous faites quoi ? On a aussi des leviers qu'on peut activer pour faire en sorte que la sécurité s'améliore. Si vous me permettez, on a un gouvernement qui a méthodiquement abîmé les services publics depuis 5 ans, y compris la police nationale. Et moi, je me suis battu auprès des différents ministres pour obtenir les moyens dont nous avons besoin sur notre territoire en étant sous-effectif par rapport aux chiffres annoncés par le ministère. Voilà, on est en dessous depuis le début de la législature. Voilà. Et donc, c'est pas normal. Je crois qu'il y a besoin de ces effectifs, y compris pour démanteler les trafics et s'attaquer, effectivement. Donc, plus de présence de policiers nationaux. C'est pas que de la présence, c'est de l'action. Oui, non, j'entends bien. Enfin, plus de présence et d'action de la police nationale, mais il n'y a pas d'autres, des moyens supplémentaires à mettre en place dont vous pouvez activer un certain nombre de leviers pour faire en sorte que cette question-là, qui est une question essentielle, puisse s'améliorer. Bien sûr, les leviers qu'on peut activer, c'est de répondre à toutes les difficultés sociales que rencontrent nos concitoyennes et concitoyens, agir pour le vivre ensemble, avoir une école de la République qui soit au rendez-vous, et c'est loin d'être le cas, elle a été très abîmée dans toutes les écoles quasiment de la circonscription. Aujourd'hui, les parents d'élèves sont en colère parce qu'on manque de remplaçants, parce qu'on est en train de supprimer des classes, etc. Ça a des effets sur la manière dont nous vivons ensemble. Et donc il faut, je crois, faire de l'éducation une priorité. Salima. Bonsoir, Salima Guidoum, je suis directrice d'un centre social sur Martigues. L'administration doit être pour moi une alliée et non pas un frein. Et d'après le dernier rapport de Madame le Défenseur des droits, certaines populations sont structurellement pénalisées par la dématérialisation des services publics, comme les personnes âgées par exemple, qui sont complètement dépendantes finalement de leur famille et qui sont quelque part parfois dépossédées de leur propre projet de vie. Dans les Bouches-du-Rhône, je me suis rendu compte en amenant ma mère à la CARSAT qu'il n'y avait plus que 3 lieux
de permanence pour les Bouches-du-Rhône, pour les gens qui doivent régler leurs problèmes de pension de retraite. Il n'y a plus qu'un sur Marseille, Salon de Provence et Arles, alors qu'auparavant, il y en avait pratiquement dans toutes les villes des Bouches-du-Rhône. Si vous êtes réélu sur votre mandat, que comptez-vous faire pour, si vous le souhaitez, porter au débat cette problématique ? Oui, c'est un sujet majeur, la dématérialisation. Et en fait, l'idée qu'on ne peut plus arriver à se faire entendre, à rencontrer des gens qui vont vous écouter, qui vont vous accompagner pour faire face aux difficultés. De plus en plus, on voit bien les points d'ailleurs de présence de services publics disparaître. On pourrait parler de la Poste, on pourrait parler de la CAF, on pourrait parler de la Sécurité sociale. Bon, voilà, effectivement, on a eu un grand mouvement de destruction des services publics locaux, en fait. Et je crois qu'on ne peut pas accepter ça et que le numérique ne peut pas tout remplacer. Ça peut être un secours précieux parfois dans un certain nombre de situations, mais ça ne peut pas être une manière finalement d'empêcher les citoyennes et les citoyens d'accéder aux services et puis à la défense de leurs droits. Voilà. Et on a de plus en plus de renoncement aux droits dans notre société. Donc je crois qu'il faut renverser l'ordre des choses et qu'il va falloir effectivement réinstaller des services publics de proximité. Mais comment on fait pour installer des services publics de proximité sur notre territoire? Pareil, on va taper aux portes de l'État en disant... Par exemple, il faut ne pas continuer à supprimer des bureaux de poste. Il faut arrêter de supprimer des permanences de la CAF et des permanences de la Sécurité sociale. C'est ce qui s'est fait ces dernières années. Et donc, il faut en remettre. Voilà. Donc, je crois que, tout simplement, il faut accepter que nous avons besoin de services publics. C'est une nécessité pour vivre ensemble, pour l'égalité entre les citoyennes et les citoyens. Oui, il faut les développer. Et donc, on pourrait aussi, du point de vue de la loi, garantir la possibilité pour les femmes et les hommes de notre pays d'avoir un accès direct, s'ils le souhaitent, à quelqu'un qui peut répondre à leurs besoins et pas simplement une offre numérique qui ne suffit pas. On sent que le lien s'est rompu avec la disparition de beaucoup de services publics. Complètement. Effectivement. Et on le voit il va falloir recoudre tout ça. Romain. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On est dans une situation de tension sur le marché de l'emploi actuellement. Et je souhaitais vous demander comment vous pouviez accompagner notamment le retour à l'emploi de populations qui peut-être s'en étaient éloignées. Et puis aussi, est-ce qu'il y a des projets de formation professionnelle, mise en place de formation professionnelle? Juste avant de répondre, je précise que vous recrutez, avant que vous cherchez des techniciens des systèmes de sécurité, mais il suffit d'aller sur le site internet des grosses industries qui sont sur le territoire, ArcelorMittal, Ascomittal, et là aussi ça recrute et ça ne trouve pas. Ce qui est aussi une vraie problématique. Pierre Dharréville. Non, ce qui est clair, c'est qu'il y a des métiers en tension et qu'on a besoin de former. Donc, je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir préservé notre centre AFPA qui était rayé de la carte il y a quelques temps de cela, si le gouvernement était allé au bout de son projet, c'est une bonne nouvelle pour notre territoire. Mais maintenant, il faut lui donner les moyens de mettre à disposition les formations qui correspondent effectivement à la fois aux désirs de celles et ceux qui vont y aller, mais aussi aux besoins des entreprises du coin. Donc ça, c'est la première chose. Non, mais ça a été une priorité du gouvernement en place, la formation professionnelle, c'est quelque chose qui s'est énormément développé. Non, on ne peut pas dire ça, non, ça ne s'est pas vu. Et la loi formation professionnelle, c'est une catastrophe, on en a fait le bilan. Non, c'est une catastrophe du point de vue des formations dispensées. Ce n'est pas des formations qualifiantes qui permettent de former à des métiers. On est dans un autre registre, mais on n'est pas là-dedans. Ensuite, il y a la question des lycées professionnels, qui sont là aussi très maltraités. Et si j'ai bien vu les projets du gouvernement, ça va s'amplifier. Et dernière chose, sur les formations supérieures, nous manquons de formations supérieures dans notre territoire. Il y a besoin dans l'industrie à la fois d'ouvriers, de cadres, d'ingénieurs. Et donc nous demandons, et moi j'ai commencé ce travail-là, des formations supérieures, notamment liées à l'industrie dans notre territoire. Merci beaucoup Pierre Dharréville. Merci bien. J'appelle Emmanuel Foucard du Rassemblement national. Monsieur Foucard va nous rejoindre. Monsieur Foucard, notre parole citoyenne. Allez, on commence avec vous. Bonsoir, Stéphanie Lascou, infirmière libérale sur la ville de Port-de-Bouc. Concernant les déserts médicaux, alors certes, je ne suis pas médecin, mais on y est confronté puisque nos patients vieillissants n'ont pratiquement plus de médecin, ou alors il y a ceux qui vont partir à la retraite. Donc ça les met en difficulté, nous également. Si vous étiez élu, qu'est-ce que vous feriez sur ce sujet? Alors, sur le problème que vous présentez, c'est vrai qu'il est estimé qu'à peu près 25% des médecins ont 60 ans. Donc, dans un délai très proche, ils vont se retrouver à la retraite. On a subi déjà la politique d'Emmanuel Macron qui a supprimé 18 000 lits, et même pendant la crise Covid, s'est permis de suspendre 15 000 personnels soignants. Il a été estimé qu'au contraire,
il fallait employer environ 10 000 personnels soignants supplémentaires Alors, pour ça, essayer on d'équilibrer. a bien compris factuellement, on a bien entendu ce que vous dites, mais là vous posez le problème, on attend des solutions. Donc quelles sont les solutions? C'est soutenir l'embauche de personnel soignant, puisque comme je viens de vous dire... Un téléphone portable, on va demander à la personne qui a son téléphone portable qui sonne de l'arrêter. Voilà, Monsieur Foucart. Donc, comme je viens de dire, il faut aller vers l'embauche de personnel soignant. Les médecins, donc, pour la partie médicale, les études, ouvrir aussi au nombre d'étudiants, parce qu'il y a un besoin urgent de former des médecins. Et puis, au niveau coût, c'est estimé à 2 milliards. Donc, il faut mettre cet argent en place et comment on fait en sorte que les jeunes médecins, ceux qui terminent leurs études, puissent aller s'installer dans ce qui est qualifié de déserts médicaux? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Alors aujourd'hui, il n'y a peut-être pas suffisamment de médecins, ça c'est une évidence. Oui. Et puis il y a aussi un manque de motivation de médecins de venir s'installer dans ces zones-là. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'ils y viennent? Par rapport à cette problématique, on peut pas dire que Martigues, Port-de-Bouc, Saint-Mitre, ce secteur-là, ce soit vraiment un désert en général. Ça reste des grosses... Non, mais je veux dire, on parle de communes, je parle de nombre d'habitants. Donc je ne vais pas redonner le chiffre que je donnais tout à l'heure. Non, mais je ne parle pas du manque de médecins. Il y a une vraie problématique. Non, je parle au niveau de population. Quand on parle de vrais déserts médicaux, c'est-à-dire que quand il faut aller en campagne et essayer de faire venir des médecins. Après, il y a des déserts médicaux qui sont en plein centre-ville de Marseille. Il faut pouvoir les intéresser et mettre en place... Comment fait-on? Mettre en place des aides à la création. Elles existent déjà, ces aides. Elles existent déjà. Elles existent déjà. Visiblement, c'est pas 50 suffisamment 000 incitatif. sont donnés à certains médecins. L'ARS, la CAF, ça existe tout ça. 50 000 euros. C'est pas l'ARS. L'ARS, comme l'Agence régionale de santé. C'est surtout une agence avec des technocrates. Donc, et c'est le problème, c'est qu'on a laissé cette gestion du médical. Supprimer des ARS? En fait, pas supprimer les ARS, mais il faut remettre des médecins à travers les ARS et des vrais personnels soignants sur ce point-là pour des décisions qui ne soient pas que des décisions de technocrates. Autre question, Salima. Oui, bonsoir, Salima Guidoum, je suis directrice d'un centre social sur Martigues et je suis également, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai une autre casquette, je suis administratrice d'une association qui s'appelle Solidarité Femmes 13 et nous nous occupons de femmes et d'enfants victimes de violences conjugales. Ma question va porter sur les dispositifs, sur les centres d'hébergement et de réinsertion sociale qui existent sur le territoire de la circonscription et qui luttent au quotidien pour faire en sorte que ces femmes et ces enfants retrouvent une vie normale au sortir des violences conjugales. Moi, j'aimerais savoir si vous êtes au courant qu'il y a un dispositif sur le territoire, donc sur votre circonscription, si vous êtes au courant qu'il y a des CHRS, combien de places, si vous n'êtes pas au courant, peut-être aussi voir ce que vous pouvez faire, vous, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, que pouvez-vous faire pour lutter contre ce fléau? Monsieur Foucard n'est pas encore député. Oui, mais c'est pas le député sortant. En revanche, il est conseiller municipal d'opposition de la ville de Martigues. Du coup, c'est une question qui connaît bien le secteur. C'est une question qui anime tout le monde sur cette problématique. Et il y a des places d'hébergement. Donc moi, j'aimerais savoir si vous êtes au courant. Est-ce que vous êtes au courant et est-ce qu'il faut faire plus, mieux? Alors, il faudra forcément faire plus parce qu'il y a des places. Mais je pense qu'il en manque encore, puisque justement sur la commune de Martigues, on a le projet de transformation au niveau de masse de poigne, et dans le rapport qui a été fait, le réaménagement de logements, et dans le rapport qui a été fait, il était surprenant de voir que vous avez des couples séparés qui vivent en colocation, et avec les problèmes justement de violence. Et c'est un point sur le rapport qui m'avait choqué d'apprendre ça. Et étant retraité de la gendarmerie, j'ai déjà traité des affaires comme ça. Et à l'époque, il n'y avait rien du tout. Et on se débrouillait avec l'hôpital. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent en place. Il faut aller plus loin. Vous seriez prêt à développer Il faut développer parce qu'il faut pouvoir répondre à la demande. Et généralement, la demande, une victime
Une femme qui vient déjà au commissariat, c'est souvent le soir, les appels c'est le soir, et il faut que ce soit ouvert H24. Une permanence. Il faut une vraie permanence, parce que la violence, quand elle survient au sein de la famille, il faut pouvoir répondre à de suite n'importe quelle heure du jour et de la nuit. la victime. Romain. Si je peux. Romain. Désolée. Romain. Bonsoir monsieur. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'industrie, de la nécessité ou pas de réindustrialiser et comment vous entendez accompagner ce mouvement. Alors, l'industrie, c'est ce qu'il y a de plus important, on va dire, ne serait-ce qu'au point de vue économique, parce que c'est l'ossature d'une économie. Il est important d'augmenter cette industrialisation de la France, et on a donc quand même la zone de Fos qui est énorme, qui a aujourd'hui à peu près 45 000 salariés, et qui est confrontée avec le problème de l'environnement, puisque c'est la première zone de pollution. Elle n'est pas due aux véhicules sur notre secteur, mais elle est due à l'industrie. Donc il y a des projets qui sont en cours au niveau de la transition énergétique, et il faut aller de plus loin par rapport à cette transition énergétique pour préserver l'emploi, mais aussi, d'un autre côté, préserver la santé des gens. Et on a des industriels qui ont déjà commencé. ArcelorMittal va mettre 1 milliard, 1,7 milliard entre Dunkerque et le secteur de Fos pour améliorer, passer en transition énergétique et améliorer l'air ambiant. Et il faut aller dans ce sens-là, et j'appuierai toutes ces décisions d'entreprise, puisqu'il y en a d'autres aussi, pour pouvoir augmenter, puisqu'à chaque fois qu'on part sur une transition énergétique, des projets, forcément, il y a derrière une demande salariale. Alors, il y a un rapport très clair qui dit que les habitants de Fos-sur-Mer sont en moins bonne santé que les autres habitants de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec une surmortalité chez les hommes de 3%, ce qui est absolument considérable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler cette question qui est une véritable question de santé publique? Et comme je viens de dire, il faut aller plus loin dans la transition. Il faut aller plus loin dans la prévention, il faut aller plus loin dans la transition écologique. Mais il n'y a pas le risque d'un chantage à l'emploi avec ce type de décisions qu'on imposerait aux industries qui sont installées sur le territoire. Je suis conseiller municipal, mais je suis aussi conseiller régional. Et donc, les collectivités participent au financement. À chaque fois qu'il y a une demande d'un industriel, il y a en face la réponse de la collectivité. L'Europe a créé un fonds spécial par rapport à la zone qui n'est pas très connue, mais qui est dédié à ces zones où il y a une pollution existante. Corinne. Donc, je suis la présidente de l'association de sauvegarde de l'étang de Berre. Moi, ma préoccupation, c'est les rejets d'eau douce dans l'étang. Oui. Donc, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites, dont des dérivations. Oui. D'abord, vous en pensez quoi? Et si vous étiez élu, vous les financeriez comment? Et vous accéléreriez le mouvement comment? Alors, pour l'accélérer, il faut l'accélérer. C'est vrai que la centrale, c'est 1960-66, je crois. 67, oui. Voilà. Et donc, il faut avancer, parce que depuis... Très rapidement, M. Foucard. On a... 10 secondes. On a différentes lignes. Il y a eu la dérivation, il y a aussi les fameuses steps. Des projets sont en cours, ils ne sont pas... des projets sont sur le papier, on va dire, mais ils ne sont pas lancés. Et je pense que, comme il faut réalimenter aussi le lit de la Durance, le lit naturel de la Durance, il faut développer ces steps pour pouvoir éviter de faire couler... Merci beaucoup, M. Foucard du Rassemblement national. Merci bien. J'appelle Isabelle Rouby, qui va venir nous rejoindre sur notre plateau, dans cette arène politique de l'UDI. LR, UDI. LR. Pas UDI alors. LR. Bon, LR, très bien, parfait, pas de problème, avec grand plaisir. Allez, première question, Romain. Bonjour. Bonsoir madame. Je reviens sur la question de l'industrie sur notre territoire, qui est un secteur qui est extrêmement important du point de vue économique, entre autres choses, et qui a un problème d'image actuellement. Je voulais savoir si ce que vous pensiez de l'industrie sur notre territoire, d'une part, si vous estimez que la réindustrialisation est un objectif à atteindre, parce que c'est un but en soi, et comment on le fait accepter par nos populations. Isabelle Rouby.
Alors tout d'abord, aujourd'hui, l'industrie, c'est un besoin essentiel sur notre territoire. On doit apprendre à l'incorporer dans notre territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une mauvaise image de l'industrie, surtout sur notre territoire, parce que comme vous avez dit en amont, apparemment, ça procurait des dégâts au niveau de la santé. Donc, on ne peut pas vivre sans l'industrie, mais on peut l'améliorer et il faut s'adapter à l'industrie, tout simplement. Il faut se donner les moyens de le faire aussi. Il faut penser aux énergies nouvelles, il faut penser aussi à l'innovation, mais on ne peut pas vivre sans l'industrie. Mais il faut la protéger et la faire évoluer. Et on la protège comment ? Et comment on la fait évoluer ? En changeant de regard déjà, en ayant un contrôle sur les industries aussi, en mettant peut-être un peu plus de surveillance. C'est ce qu'il fait actuellement, mais peut-être pas assez. Il faut accélérer le fait de protéger et partager ce vivre ensemble, parce qu'on a besoin quand même de l'industrie et des industriels. On ne peut pas faire avec aujourd'hui. On peut faire avec, pardon, on ne peut pas faire sans. Stéphanie. Bonsoir, je m'appelle Stéphanie Lascou, je suis infirmière libérale sur le secteur de Port-de-Bouc. Je vais vous parler des déserts médicaux et je voulais avoir votre avis sur comment éviter ça, comment aider les infirmiers en fait. Est-ce que vous ne pensez pas que comme il manque de médecins, il devrait y avoir une réforme peut-être au niveau des formations pour qu'il y ait pour déléguer les tâches aux infirmiers, comment nous aider ? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez élu ? Alors déjà, qu'on se le dise, les médecins d'hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc il faut s'adapter aussi à leurs demandes, en leur construisant peut-être des infrastructures qui leur permettent de concilier vie professionnelle et vie familiale. Ça, c'est type maison médicale, c'est ça ? Pourquoi pas, pourquoi pas. Et qui puissent aussi vivre avec leur famille. Donc il faut quand même des infrastructures élargies et de proximité. Au niveau des infirmières, effectivement, peut-être qu'il faudrait aller dans le sens de leur donner un peu plus de prérogatives, en fait. Donc on a besoin de ça aussi. Il faut faire évoluer le métier parce que vous êtes quand même un atout, un besoin. On a besoin de vous. D'ailleurs, vous nous l'avez démontré durant la crise sanitaire. Tous les soirs, nous vous avons applaudi, nous vous avons soutenu. Et quelque part, vous avez été les premières victimes de cette crise sanitaire. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et il faut vous en remercier parce que vous avez été là alors qu'on partait dans l'inconnu, une crise qui n'était pas gérée. Et vous avez été les premières à nous soigner, à répondre à la demande qui était importante. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, sur la pénurie des médecins et du désert médical, c'est vrai qu'il faudrait revoir quand même ce système d'études. Aujourd'hui, pour former un médecin, il faut 10 ans. 10 ans, c'est sur du long terme. Aujourd'hui, nos étudiants partent la plupart à l'étranger pour pouvoir étudier. Et contrairement, nous avons des étrangers qui viennent, des médecins étrangers qui viennent sur notre territoire. Donc c'est une incompréhension, c'est une aberration. Donc peut-être revoir aussi le cursus scolaire, en fait. C'est bien le numerus clausus qui date quand même depuis 1970. C'est vrai qu'on a pu élargir le nombre de places, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Le numerus apertus, c'est qui a remplacé le numerus clausus, mais bon, il faut quasiment 10 ans pour faire en sorte qu'il y ait un nombre de médecins plus important qu'aujourd'hui. Tout à fait. Donc il faut un peu de temps. Voilà. Juste une question à vous, Stéphanie. Vous seriez prêt à élargir votre palette d'intervention ? Ah oui, je pense que c'est devenu une nécessité au jour d'aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Corinne. Oh, pardon. J'étais en train de réfléchir. Monsieur a abordé l'industrialisation et vous disiez que donc vous vouliez réguler, regarder, avoir un autre regard. Donc aujourd'hui, on fait quoi avec EDF qui fait de l'électricité verte et qui rejette de l'eau douce dans un étang qui n'en a absolument pas besoin. D'eau salée, ce qui perturbe grandement l'écosystème Tout à fait. de l'étang de Berre, qui est la plus grande étendue d'eau salée d'Europe. D'Europe, oui. Tout à fait. Tout d'abord, il faudrait limiter les rejets de la centrale. Il faut peut-être avoir un peu plus de surveillance. Alors, attendez, ça fait 40 ans la tentative de limiter les rejets, la tentative de limiter les rejets, je pense que plusieurs s'y sont cassés le nez, si je puis dire. Il faut vraiment ne pas lâcher l'affaire. C'est un poumon. On ne lâche pas. L'étang de Berre, je veux dire,
Moi, je vous le dis sincèrement, je suis maman, j'ai 2 enfants, j'ai nagé dans les temps de berre beaucoup plus jeune. C'est un poumon, en fait. Il faut pas l'oublier, il faut revenir en arrière. Donc, il y a des mesures à prendre, et pour retrouver ce poumon quand même. Hein. Donc, du coup... Alors, EDF, on fait quoi pour faire... Parce que le problème, il vient d'EDF, il est clairement identifié. Parce comment on fait en sorte que ça s'arrête? EDF au tribunal il y a 10 jours. Je sais bien tout ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Ils y sont. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire. On peut ne serait-ce demander et vérifier davantage de limiter les rejets. Après, les temps de berre, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est mettre en place, plutôt surveiller les stations d'épuration, parce qu'elles aussi, ça a un impact aussi. On peut préserver aussi la nappe phréatique. On peut nettoyer les canaux d'irrigation qui se jettent aussi dans les temps de berre. Il n'y a pas que la centrale EDF. Oui, non, on a compris qu'il fallait plus de prévention. J'active un peu le rythme. Après, parce que je voudrais que quand même vous dire que très rapidement, parce que je voudrais que Salima vous pose la dernière question. De la circonscription qui avait travaillé ensemble. Sachez, madame, que je travaillerai avec tout le monde, parce que pour moi, c'est quand même un sujet sensible. Il y va de la santé de tous. Qui peut être contre cela? Salima. Pas moi. Salima. Bonsoir. Bonsoir. Salima Guidoum, je suis directrice d'un centre social sur Martigues. Vous parlez de santé, moi je vais parler de santé mentale et de santé mentale des jeunes. La crise sanitaire, je redis encore une fois, est passée par là. On a eu affaire à des jeunes qui se sont retrouvés en décrochage scolaire, voire même qui ont développé des phobies scolaires. On se retrouve avec des jeunes qui sont de plus en plus là dans les cabinets des psychologues. Voilà. 30 secondes. En 30 secondes. Alors effectivement, les jeunes ont été très impactés par cette crise sanitaire. Et je remercie aussi quelque part votre fonction, parce que vous avez dit que vous étiez directrice d'un centre social, donc vous êtes en première ligne aussi au niveau des jeunes. Vous les avez accueillis, vous les avez accompagnés, vous les avez soutenus. Et effectivement, cette crise sanitaire a développé un mal-être énorme chez notre jeunesse. Et aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Eh bien, il faut les accompagner, les soutenir, ne pas les lâcher, accompagner. Comment est-ce qu'on les accompagne? Avec le personnel dont on sait qu'il est insuffisant. En vous donnant les moyens de pouvoir travailler avec eux, en vous donnant les moyens de communiquer. Merci beaucoup, Madame Roubi de LR et pas de l'UDI, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Merci de votre fidélité. L'ensemble des candidats qui sont candidats donc, dans cette circonscription va s'afficher, l'ensemble des candidats. Vous les voyez sur cette palette. Merci de votre fidélité. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir.